Moi, j'ai tendance à dire qu'une progression, c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. Personne t'apprend à bien récupérer. L'immense majorité des sportifs que j'ai eu l'occasion de tester sont déshydratés. Il y a deux trucs sur la reconstruction que je trouve importants. C'est l'aspect macronutriments et micronutriments. Énormément de coureurs qui se battent pendant un an à faire des cycles où ils essaient de s'améliorer et tout, mais en fait, ils sont juste en manque de fer. Moi, dans mes entraînements, je vise 100 grammes de glucides par heure. Mais en compétition, par contre, tu vois, je suis un tout petit peu en dessous. L'inverse de ce que l'immense majorité des gens font. Comme pour la nutrition, la qualité et la quantité sont absolument indissociables. Le plus important, c'est surtout tes heures de réveil. C'est quand tu vas te réveiller que tu programmes déjà ta nuit suivante. Il est là, Kevin Moncelli, c'est cool, merci de venir dans l'épisode. Merci à toi de m'accueillir. On est content de t'avoir dans le podcast et tu sais à quel point j'aime parler de récupération, tu sais à quel point ça rythme toutes mes formations au sein de l'école, mais aussi toutes mes publications, et à quel point les gens, ils le disent, ils ont cette intention, ils ont envie. Ouais. Et puis dans les faits, en fait, ils programment la charge. Ah bah ouais, tout c'est plus facile de programmer un entraînement que de la récupération. Personne t'apprend à bien récupérer. Ouais. Et pourtant, t'as pas des coachs de récupération. T'as des coachs d'entraînement, des coachs qui alors te donnent des entraînements. C'est une super image, parce que dans le sport pro, on a de moins en moins le temps de s'entraîner, on est de plus en plus pris par les compètes, et on voit en fait que les préparateurs physiques deviennent des récupérateurs physiques. Ah ouais ? De plus en plus, t'imagines. Tu joues 2 matchs par semaine sur une équipe pro de foot. T'es donc 2 ou 3 jours en déplacement. Il te reste quoi ? 3 jours d'entraînement max. Oui. Le reste du temps, tu récupères pour avoir de la fraîcheur, pour être sûr d'être au max, quoi. Ah bah oui, même les kinés, là, ils font la plupart du temps, quand ils ont des kinés, ils font de la récup. Ils font beaucoup de massages. C'est dommage. Mais ça fait partie intégrante de l'entraînement. Moi, j'ai tendance à dire qu'une progression, c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. C'est équivalent, c'est aussi important l'un que l'autre. En fait, c'est marrant parce que dans tous les programmes de formation, que ce soit en STAPS, en kiné, dans les BPGEPS, dans les tout premiers cours fondamentaux sur la méthode de l'entraînement, on te parle du couple charge-récupération. Ouais. On t'explique bien que c'est indissociable, c'est important, c'est indissociable. Et pourtant, dans la pratique, personne te dit quoi faire, comment, quand. Personne te dit. Dites-nous en commentaire qui parmi vous, quand il se programme 4 séries de 8 reps, ou alors 3 séries de 30-30, derrière, envisage la récupération consécutive. Franchement, je serais surpris si beaucoup de gens ici me disaient dès le départ, je programme tout de suite ma récup en même temps que je programme ma séance. Il n'y en a pas beaucoup qui programment la récup post-séance. Bon, il y a la récup à l'intérieur de la séance. Déjà, exactement. Ça, en général, ça c'est assez maîtrisé. Ça va, mais la récup juste après la séance, en fait, ça commence direct dès que tu as fini ta séance. Ça peut commencer dès que tu as fini et ça finit quelques jours après, quasiment 72 heures après, pour avoir une récupération optimale. Évidemment, il y a peut-être d'autres entraînements qui vont se remettre, mais c'est un truc à programmer, c'est un truc à réfléchir en amont, parce que si tu récupères bien, déjà tu progresses mieux, tu peux mieux enchaîner, et ton corps il est pas en dette. Donc en fait, quand tu vas t'entraîner, ton corps, tu l'as un peu stressé, il a besoin de récupérer. Si tu lui donnes pas l'occasion de récupérer, en fait, il va rentrer en dette. Et un corps qui est en dette, au fur et à mesure, c'est le surmenage. Surmenage, déséquilibre, blessure, surentraînement pour les sports d'endurance. Tu peux même avoir des syndromes REDES pour les hommes et pour les femmes, donc de déficit énergétique. Tu t'exposes beaucoup aux blessures, et en plus de ça, tu progresses plus. C'est dommage parce que nous, on s'entraîne. C'est pour évoluer vers le haut, voilà. C'est pour aller vers le mieux. Tiens, ça me fait penser à un truc, je vais vous le mettre je vais vous faire une petite incruste de ce livre-là, La périodisation de Tudor Bompa, pour vous rappeler ce que c'est que la surcompensation dynamique. Je pense qu'à ce stade, c'est vraiment important de reposer ça clairement. Donc je vous mets une petite incruste ici. Il y a 3 façons de surfer la vague d'adaptation. Donc clairement, je crée un déséquilibre par l'entraînement, ok. Donc je puise dans mes réserves pour arriver à combler cet écart entre la nature de la tâche qu'on me demande et mes ressources de base. Et après ça, je vais avoir mon niveau basal qui va osciller jusqu'à récupérer un petit peu au-dessus de ce que j'avais avant. C'est le progrès, c'est la compensation. Et c'est là qu'il faut remettre une charge. Ouais.
Et si je la rapproche trop, bah du coup j'ai pas eu le temps de progresser. C'est ça. J'ai pas eu le temps de m'adapter. Et probablement que j'ai trop de fréquences d'entraînement. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de récupération. Ouais. Après, il y a un autre phénomène, il y a la surcompensation, mais ça, on pourra le voir après. Mais oui, il faut absolument se mettre dans la récupération avant de faire l'entraînement suivant, surtout si c'est le même, quoi. Bah, c'est ce qu'on voit sur cette courbe qu'on vous affiche là, c'est qu'il y a effectivement 2 temps. Un temps de désadaptation et un temps de perte de ressources et un temps de compensation. Le temps de compensation, il survient pendant la récup. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que finalement, ça renvoie un peu à de l'agriculture. C'est-à-dire que ça reviendrait à planter tout le temps, je plante, je ramasse jamais. Pire, je mange jamais les fruits que je ramasse. Et donc, au bout d'un moment, je me retrouve avec un champ de patates. Un champ de patates pourries, ou un champ de graines, ouais, c'est ça. Et ça sert à rien parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps à un moment donné de faire ma vendange. C'est ça. Et donc, il y a 3 cas de figure. Hein. Il y a le cas de figure, tu le disais, de la surcompensation. Donc ça, c'est quand je place bien ma charge. Il y a le cas de figure de la haute fréquence où à chaque fois, je place ma charge trop tôt dans l'enchaînement des séances. Et puis, il y a le 3e cas de désentraînement où je replace ma charge beaucoup trop tard, j'ai laissé passer le moment où j'étais en surcompensation, puis ça revient au niveau basal, voire en dessous. Et donc là, soit au mieux je me maintiens, et au pire je régresse. C'est ça. Le problème avec la récupération aujourd'hui, en gros, c'est qu'on est bombardé d'informations, tu vois, mais qui sont pas forcément toujours les bonnes. Ouais. Tu regardes sur les réseaux, on a beaucoup d'informations sur la récupération, il faut les dernières bottes de pressothérapie, pistolet de massage, il faut faire des bains froids, il faut faire des bains chauds. Ça peut avoir un intérêt, on en rediscutera si tu veux, mais la base absolue, c'est ce que tu as dit au début dans ton intro, hein, c'est le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Ça pour moi c'est comme un tabouret. Un tabouret, un trépied, où en gros, si tu mets pas les 3 trucs de base, tout ce que tu vas rajouter, ça va se casser la gueule quoi qu'il arrive. Et ça, c'est ce que les gens oublient. Tu vois, il y a plein de gens, il y a des gens sur les réseaux qui m'envoient des messages pour me dire est-ce que je dois acheter ce pistolet de massage pour récupérer, pour surcompenser, pour pouvoir progresser, parce que j'ai envie de progresser. Mais quand tu poses la question et que tu creuses un peu, la personne adore 6 heures par nuit, tu vois. C'est dommage. Ouais, c'est ça. C'est avant de démarrer effectivement sur les techniques de récup et lesquelles marchent pas. On va garder ça pour un petit peu plus tard. Mais effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'immense majorité des techniques ont un effet marginal, complémentaire. C'est toujours bien à prendre, hein, mais pas magique, pas démesuré. Les 3 piliers ont des effets magiques. Ouais. Des effets spectaculaires. Les 3 piliers, pour moi, ça représente 90% de ta récupération totale. C'est ce que tu peux faire. J'interromps cet épisode 2 secondes pour vous parler de ma formation en ligne Coach Récup. Vous le savez, si vous voulez les connaissances des pros facilement, vous suivez cette formation-là. Mais si vous êtes un pro et que vous avez besoin de vous mettre à jour sur toutes les techniques que l'on aborde avec Kevin dans cet épisode, n'hésitez pas, allez suivre Coach Récup, c'est finançable, c'est 100% en ligne, à votre rythme, sur le site broussal-derval.com. Je retourne à l'épisode. Pour moi, donc les 3 piliers qu'on a dit, tu peux atteindre 90% de ta jauge qui est 100%. Tout le reste, l'ensemble des choses dont on va parler après, tout ce qu'on peut imaginer et qu'on nous dit, ça représente que 10%. T'imagines si on met énormément d'énergie pour récupérer là-dedans, on va gratter 10%. J'adore ton allégorie du trépied, du tabouret, parce qu'en fait, effectivement, derrière, on empile des couches pour aller chercher les 10% de plus. Et c'est même un tabouret magique, parce qu'en fait, à un moment donné, de mon point de vue, il repasserait encore au-dessus des couches, et finalement, les couches vont aider à le grandir encore davantage dans ses bases. Typiquement, le froid est particulièrement intéressant. Moi, j'adore le froid. Vous savez que je pratique le Wim Hof, je pratique tout ça. Je me régale de ça, mais c'est pas des techniques de récupération, c'est des techniques d'entraînement en fait. Et si on veut utiliser les techniques de froid, par exemple la cryothérapie corps entier, finalement un des effets majeurs,
c'est son effet sur le sommeil. C'est l'effet sur le pilier. Exactement. C'est l'effet sur le pilier. Et donc, d'un seul coup, la couche qu'on a mis au-dessus reporte le tabouret encore un petit peu plus haut parce qu'il vous permet de mieux dormir, par exemple. C'est ça, exactement. Et tu vois, c'est marrant le truc que tu me dis pour le froid. Moi, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, pas du tout. Moi, il me faut un bain chaud. 50 degrés. Ah ouais. Peut-être pas 50 degrés. Là, du coup, pareil, c'est une charge. Ça devient plus dur de récupérer. Non, mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est individuel, tu vois. Toi, t'adores le froid, ça va t'aider sur le sommeil. Moi, je mets là-dedans. Inévitablement, ça va m'aider sur le sommeil. Obligatoire. Mais si je déteste ça, ça aura peut-être moins d'effet que sur toi. Ouais, c'est sûr. Et c'est là la beauté finalement d'avoir tous ces outils à notre disposition, c'est que c'est un moment d'individualisation, comme on le fait pour l'entraînement finalement. Si vous devez développer votre cardio training et que vous n'aimez pas courir, je prends toujours l'exemple de Craig Fallon, un athlète britannique que j'ai entraîné, qui a été champion du monde avant que je le connaisse, donc il avait clairement pas besoin de moi dans sa vie. Et le mec, quand j'arrive, moi j'ai la conviction absolue qu'il faut travailler en intégré, tu vois, c'est un athlète de judo, donc il faut être sur le tatami le plus possible, tout le cardio on le fait là, et tous les jours il m'attrape, il me dit ouais, j'en ai marre moi du judo, tu comprends, d'abord j'aime pas trop ça, hein. J'aime me battre mais j'aime pas plus que ça le judo, donc passer du temps sur le tatami. Donc je lui dis mais qu'est-ce que t'aimes faire? Et elle me dit bah moi j'aime courir, hyper spécifique, il me répond j'aime courir, j'aime grimper à la corde, j'aime faire des arrachés, pas de l'haltéro, des arrachés, très spécifiques. Ok. Et dans le fond, j'ai 3 trucs qu'il aime faire. Donc je construis le programme avec ça. C'est un peu pareil pour les gens qui nous écoutent. Posez-vous les questions de ce que vous aimez parmi tous ces outils de récup qui existent. Je parlais des pistolets de massage, les rouleaux de massage, les bottes de compression, la cryothérapie corps entier qui est encore différente de la thérapie dans l'eau, qui est encore différente en fonction des degrés. 10 degrés, c'est pas la même expérience que 0. Ouais. Les effets sont pas les mêmes, mais avant de vous poser la question des effets et de pourquoi j'utilise tel ou tel outil, déjà, qu'est-ce que je n'aime pas faire du tout? Comme ça, on le sort de l'équation. Ça sert à rien. Et on verra si on peut arriver au même résultat avec d'autres outils. C'est ça. Exactement. Mais en gros, c'est très bien ce que tu dis, parce que ça peut aussi avoir un effet peut-être pas négatif, mais en fait, tu vas passer du temps à faire un truc que t'aimes pas. C'est du temps que tu passes en moins à faire d'autres choses que t'aimes. Donc en fait, c'est là que tu vas avoir un effet négatif. Ah oui. En fait, si par exemple, c'est tout bête, mais moi j'ai lu sur Instagram que je dois me mettre dans un bain avec des glaçons à 4 degrés pendant 15 minutes. Faites pas ça. Faites surtout pas ça. C'est du temps que je vais peut-être passer seul dans mon bain à subir le truc, alors que j'aurais pu être avec ma famille, me détendre, et ça fait partie aussi de la récupération mentale, tu vois. Ouais. Et donc en fait, là, ça peut avoir un effet négatif. Si on fait ce qu'on n'aime pas, ça peut grappiller sur les trucs qu'on aime. Et donc ça fait aussi partie de la récupération. Et faire baisser le quotient global de bonheur, et ça, c'est pas bon pour la récup. Ouais, bon là, après on peut parler philosophie, si tu veux. Mais c'est important quand même. Alors, premier pilier, l'hydratation. Allons-y franchement. Effectivement, l'immense majorité des sportifs que j'ai eu l'occasion de tester sont déshydratés. Disons-le franchement, quand on les teste sur de l'impédance-métrie, alors pour le coup, l'impédance-métrie peut être plus ou moins précise en fonction des modalités de prise de mesure, mais enfin il y a un truc où c'est quand même pas mal, c'est sur le niveau d'hydratation, parce que en fait c'est ce que ça mesure réellement, et là on se rend compte que c'est un carnage. Ouais, et surtout même des fois je sais pas si ça a été mesuré, mais des fois en pré-compétition, juste avant la compétition. Et même surtout, parce que alors moi j'interviens surtout dans des sports à catégorie de poids. Oui. Haltérophilie, judo, MMA, ils sont tous en... Et en plus, on sait que l'eau, ça pèse énormément. Donc en fait, si tu perds beaucoup d'eau, tu perds beaucoup de poids, tu changes de catégorie. Bref. On a beaucoup de personnes qui, au moment où il faut qu'elles soient hydratées, donc au moment des compétitions, elles sont déshydratées. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple des personnes qui doivent aller faire une compétition à tel ou tel endroit. Avec le voyage, on n'a pas forcément la possibilité de bien s'hydrater, de bien faire les choses. On met un peu le corps en dette, tu vois. Il est déshydraté. Il y a une notion énergétique aussi, parce qu'en fait, l'hydratation, c'est pas juste boire et avoir de l'eau dans l'organisme. En fait, notre hydratation, ça va nous permettre aussi de transporter les choses là où on veut qu'elles soient.
par exemple, l'hydratation, elle va nous servir énormément à transporter certains trucs là où on veut qu'elle soit. Si je dois te prendre un exemple avec les sports d'endurance, où tu as besoin d'avoir beaucoup de glucides intramusculaires, beaucoup de réserves énergétiques de glycogène, ça valable aussi pour tous les sports en fait. Quasiment tous les sports, ouais. Mais en fait, c'est l'eau, toutes les molécules d'eau qui, elles, vont transporter ce sucre, donc ce glycogène, en intramusculaire, dans le foie, dans tout ce que tu veux. Et en fait, si tu es déshydraté, tu peux pas stocker en fait. Tu peux pas stocker aussi bien que si tu étais bien hydraté. Donc c'est ultra important pour performer, mais aussi pour récupérer. Parce que si tu ne bois pas assez ou si tu n'es pas assez hydraté, ton système en fait, il va être un peu en galère pour faire les choses, pour récupérer. Je te prends un exemple, si tu me fais une séance d'intensité, si derrière t'es pas hydraté, en fait, il y aura moins de molécules d'eau pour transporter les sucres que tu vas réingérer par l'alimentation qu'on va voir juste après. Et en fait, tu vas remplir après ta séance moins vite tes réserves, donc ton corps aura autre chose à faire que de récupérer sur les fibres musculaires en tant que telles. Parce que la récupération, c'est ça en fait. Stress, remettre ce qu'on a perdu, donc les trucs énergétiques, sucre, eau principalement, et après, reconstruction. Mais en fait, tu peux pas faire la reconstruction si tu es en galère déjà pour rétablir les niveaux basals. Bien sûr. Donc l'hydratation, c'est déjà la base première. Toi, t'arrives à bien boire déjà ou pas après tes séances? C'est pas forcément facile. Et c'est là que ça devient complexe, c'est que souvent les gens limitent l'action à la réaction, alors qu'en fait il y a une préaction. Et donc l'hydratation, rappelez-vous, c'est constant. D'ailleurs, je te vois boire tout le temps et je t'en félicite. Parce que, alors il se trouve qu'il a fait un test d'effort avant de venir, donc il y a un petit peu de dette. Il est dans la dette. Mais en réalité, je sais qu'il boirait aussi s'il avait une séance ce soir ou demain. Et c'est ce qui va lui permettre d'arriver avec des niveaux d'hydratation suffisants pour que derrière ce soit pas la catastrophe post-séance. Donc évidemment la déshydratation pendant l'effort, elle fait partie du game. C'est obligatoire. On ne peut pas compenser les pertes sudorales. Et c'est pas souhaitable. Mais si j'arrive déjà déshydraté, la récupération sera encore plus compliquée. Ah oui, totalement. Parce que c'est vrai que je t'ai parlé de l'hydratation qui est après la séance, mais en fait si tu arrives déshydraté sur ta séance, il y a énormément de choses que ton corps fait normalement, là il peut pas le faire normalement. Par exemple, on le sait, le corps humain est une extrêmement belle machine pour réduire la température grâce à la transpiration et l'évaporation de cette sueur qu'on met à la surface de la peau. En fait si tu es déshydraté, ça se passe un peu moins bien. Donc en fait ton corps il monte potentiellement trop en température, il va mettre peut-être plus d'énergie pour réduire cette température, et donc en fait tu vas moins bien performer, parce que l'énergie qu'il met pour réduire la température, c'est de l'énergie qu'il y a en moins pour je sais pas moi, faire ton sprint, tes squats, tout ce que tu veux. Répéter tes sprints, et donc encore une fois la récupération inter-série, intra-séance. Et donc c'est ça, c'est un travail de fond cette hydratation en fait. L'hydratation, c'est exactement ça, c'est un travail de fond. C'est exactement le mot, je le répète parce qu'il est ultra important, c'est que, tu vois, là c'est sûr et certain, il y a des gens qui nous écoutent, peut-être il y a moyen qu'ils se soient pris une bouteille et qu'ils aient tapé peut-être la moitié de la bouteille rapidement. Mais parce que, on en parle, mais c'est vraiment un travail de fond. C'est-à-dire qu'il faut réussir à être le plus régulier possible en fait. Parce que notre corps assimilera beaucoup mieux l'eau et va mieux la gérer, va mieux l'utiliser si on lui amène progressivement cette eau tout au long de la journée. Évidemment, il y a des moments où il en a plus besoin. On va le voir, après l'effort, c'est le moment où ton corps il a le plus besoin d'avoir de l'eau. Là, on va pas boire une petite gorgée toutes les 10 minutes. C'est pas la bonne idée, d'ailleurs personne ne ferait ça. Mais au fil de la journée, quand on est en dehors d'une séance, donc pas juste avant ou pas juste après, il faut vraiment faire ce travail de fond de je bois régulièrement, mais aussi ce travail de fond de j'apporte des choses à mon organisme qui sont riches en eau. Parce qu'il n'y a pas que l'eau en fait. Il n'y a pas que ce qu'on boit, il y a aussi ce qu'on va manger.
Ouais. Donc tu vois, apporter tout ce qui va être légumes qui soient riches en eau. Bref, il y a énormément de choses dans l'alimentation. C'est là qu'on commence à voir que tout est lié, hein, évidemment. Oui. Le deuxième pilier est déjà en train d'arriver. Hein, c'est pas un pilier puis l'autre, c'est un petit continuum. Mais on n'a pas fini sur l'hydratation. Et on n'a pas fini du tout. D'ailleurs, je fais un autre lien avec un autre pilier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent ça va, j'ai pas autant besoin de boire que ça. Je m'entraîne pas des masses, voire je m'entraîne pas avec une dimension métabolique, donc finalement j'ai pas besoin de tant boire que ça. Par exemple, quelqu'un qui est déshydraté, vous savez ce qu'il fait la nuit? Il boit. Et oui, il a soif. Et il se réveille plusieurs fois dans la nuit. Alors, s'il a de la chance, c'est entre les cycles, il se rendort rapidement, mais enfin, c'est pas ce que j'appelle un sommeil de qualité. Non. Et c'est un sommeil qui est déséquilibré par le fait qu'il soit déshydraté. Exactement. Bon, après, tu peux avoir aussi l'effet inverse, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui va s'enfiler des tisanes juste avant de dormir. C'est ça qui m'a fait penser à ça, c'est l'inverse. C'est que tu disais, si vous buvez tout le temps, finalement, personne boirait toutes les 10 secondes, c'est absurde. Voilà, typiquement, quelqu'un qui vient de boire, en nous écoutant, il est tard, à l'heure où on diffuse cet épisode un dimanche soir à 18h, il faut que je boive un litre pour rattraper. Bon, cette nuit, il va se réveiller pour l'épicer, c'est sûr. C'est exactement ça. Ouais, du coup, en fait, ça, c'est un autre point, c'est que la surhydratation, à certains moments, c'est pas forcément la meilleure idée. Parce que sinon, tu vas forcer un des piliers, donc l'hydratation, au détriment des autres. Un exemple. Ton tabouret. Les bancales de tabouret. Regarde, si tu bois un litre d'eau juste avant de manger, tu auras moins faim. Du coup, en fait, tu vas apporter moins de glucides, etc. Donc, en fait, ça peut se marcher dessus aussi. Donc, le travail de fond, il est important. Donc, par rapport au sommeil, ce qu'on sait, c'est qu'en gros, sur la première partie de la journée, globalement, il t'arrive nos limites. Ouais. Nos limites, quasi, ouais. Franchement, quasiment. Quasiment, ouais. Enfin, faut aller jusqu'à de l'hyponatrémie si vraiment t'as envie de te. Ouais, c'est vraiment, faut chercher, quoi. Tu bois la piscine en nageant. Ouais, et c'est vraiment très compliqué de boire trop. Ouais. Très, très compliqué. C'est super facile de pas boire assez. Peut-être que 90% de la population ne boit pas assez, n'est pas assez hydratée. Mais par contre, dès que tu arrives aux alentours de 18h, enfin, ça dépend à quelle heure les gens se couchent, évidemment, hein, aux alentours de entre 17 et 19h, sauf si tu as un entraînement dans ces heures-là, hein, et ben là, il faut commencer par contre à diminuer un petit peu son apport, tu vois. Faut juste commencer un petit peu à diminuer son apport, sinon tu travailles pour pisser. Et là, c'est moins drôle. Parce que vaut mieux avoir un bon sommeil, dont on parle juste après, parce que c'est le plus important, je pense, que avoir une super bonne hydratation. En plus, c'est un cercle vicieux, parce que tu te réveilles pour aller uriner, du coup, tu es quand même au milieu de la nuit, donc tu as quand même un peu soif, tu rebois. Oui. Donc tu vas te relever encore, tu remets une pièce dans la machine en fait à chaque fois. Donc l'hydratation a un impact énorme sur le sommeil et notamment le sommeil des sportifs qui ont des besoins en hydratation encore plus importants, donc c'est encore un peu plus fin à gérer. Et ça, c'est un hack hyper important dont personne parle pour optimiser la récupération et optimiser le sommeil, c'est d'optimiser l'hydratation. Ah oui, c'est obligatoire. Tu vois, au début, quand j'ai commencé à vouloir beaucoup récupérer parce que je faisais beaucoup de sport, j'ai beaucoup bu. Mais je me réveillais 3 fois par nuit pour pisser, pour uriner, et ma copine voulait me tuer, du coup, inévitablement. Donc ça, c'est une part importante. Maintenant, dans l'hydratation, il y a un truc qui est aussi ultra important. C'est que du coup, tu vois, imaginons par exemple que les molécules d'eau, donc ce qui nous permet d'être hydratés, imaginons que ce soit un train, tu vois, un wagon de train. En fait, ça va transporter tous les nutriments, tout ce qu'on a besoin de transporter. Mais par contre, pour que ces molécules soient transportées et mieux transportées, pour que l'hydratation se fasse de meilleure qualité, quand on est sujet à des grosses transpirations, donc dans les sports de combat, dans les sports d'endurance ou autres, ou conditions de chaleur importantes et on n'est pas encore acclimaté. Ouais, tu as besoin d'apporter quelque chose qui est à mi-chemin entre l'alimentation et l'hydratation, c'est tout ce qui va être sel et minéraux. Ce qu'on appelle globalement aujourd'hui électrolytes. Les électrolytes. Exactement. D'ailleurs, on se rend compte de plus en plus que, en plus de ce facteur-là, des facteurs aggravants, on va dire, sur le métabolisme dont on a parlé à l'instant,
Il y a aussi la pauvreté minérale de plus en plus forte des eaux. Et c'est vrai qu'on a tendance à boire de plus en plus de l'eau du robinet, qui est particulièrement pauvre en tout. Il n'y a rien dedans. Voilà. Il y a de l'eau, quoi. Bon, il y a de l'eau, ce qui est quand même l'essentiel pour effectivement nos molécules d'eau, ça, il n'y a pas de sujet, mais elles ne transportent pas effectivement de minéraux. Donc, effectivement, complété par des électrolytes, même quand on n'est pas sportif, ça paraît de plus en plus utile, quoi. Ouais, exactement. Après, tu vois, tout le monde n'est pas forcément obligé de se balader avec des pastilles d'électrolytes et d'en prendre tous les jours. Des fois, par l'alimentation, si on a une alimentation assez riche et variée, ça peut se rattraper, quoi. Évidemment. Après, c'est intéressant d'en apporter. Pas forcément besoin d'en apporter tous les jours pour les personnes qui sont pas forcément ultra sportifs. Par contre, pour quelqu'un qui va vraiment transpirer, là, ça devient une nécessité, presque. Surtout autour de l'entraînement. J'aurais tendance à dire pendant et après. Donc en fait, quelqu'un qui va beaucoup transpirer, elle va perdre de l'eau à la surface de sa peau, mais il y a aussi sel et minéraux. Je te conseille pas de goûter ta transpiration, ce serait bizarre, mais c'est très salé. Et en fait, c'est ce que tu perds. Ton corps, il a besoin de rééquilibrer ce qu'il perd. Donc il faut rapporter. D'ailleurs, c'est un tip que m'a donné Christophe Oswiertz, qui est l'ancien directeur de la recherche à l'INSEP et à la Mouratoglou Academy. Je le trouve hyper bien et hyper pédagogue. C'est quand vous arrivez dans un environnement chaud et vous transpirez énormément, l'indice souvent que les gens cherchent pour savoir s'ils sont adaptés, c'est le niveau de sudation. C'est pas ça le bon indice. Le bon indice, c'est à quel point vous gardez vos sels minéraux. Et donc, si vous avez la grosse trace blanche de sel, ça, c'est que vous n'êtes pas adapté. Vous êtes en train de perdre l'eau, mais pas que. Vous perdez tout ce qui va avec. Alors que si vous continuez après à transpirer dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, si vous adaptez vite, eh ben, vous vous rendrez compte que vous transpirez peut-être toujours autant, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que vous évacuez la chaleur, que vous régulez bien votre température corporelle, mais vous transpirerez beaucoup plus transparent et garderez beaucoup plus vos sels minéraux. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Et par exemple, si je te donnais peut-être un petit niveau, tu vois, sur ce qu'on est capable de perdre, sur des tests qu'on peut faire, par exemple si vous allez courir, si vous faites des footings d'une heure, ou même si tu fais ton sport de combat, bah, tu peux te peser juste avant. Tu te mets nu, comme ça y a pas comme ça biaise pas les résultats. Tu te pèses juste avant et juste après. Si tu as bu 1 litre, il faut enlever 1 kilo. Et après, et en fait, on se rend compte que tu as des énormes pertes d'eau. Vraiment énormes. C'est important de le faire nu parce que j'ai vu plusieurs personnes le faire habillé et du coup, l'eau, elle est encore dans le t-shirt en partie. Donc, du coup, il faut le faire nu avant et après. Bah, si tu le fais pas nu avant et après, bien sûr. Et pareil, essuyez-vous avant de monter, parce que si vous êtes vraiment tout transpirant sur toute la surface, on n'a encore pas tout à fait la bonne mesure. Ouais, les cheveux, la barbe, il faut essayer d'être sec le plus possible avant et après. Moi, tu vois, si j'en avais fait un au moment où il faisait 30 degrés un peu dans le sud, là, j'avais fait 1 heure de footing, j'avais perdu 2,5 litres d'eau, quoi. Et pourtant, j'étais adapté, donc j'avais perdu... Limite, quand t'es adapté, tu perds un peu plus d'eau. Oui, c'est vrai. Parce que quand t'es adapté, tu perds plus d'eau, mais tu perds quand même des sels et minéraux en moins grande quantité que si tu n'es pas adapté. Et en gros, tu perds plus d'eau parce que ton corps thermorégule mieux. Et j'avais perdu 2,5 litres, tu vois. C'est énorme. C'est monstrueux. Sur 1 heure. Et pourtant, c'était pas 1 heure. Et tu fais pas 1m90 et 100 kg en plus. Donc, ouais, je fais 70 kg. Je suis pas un... Grosse... Ça se compte en pourcent, quoi, je veux dire, du poids de corps, quoi. C'est fou. Clairement. 2,5 kg, ça fait... j'ai pas envie de calculer, mais ça fait un beau pourcentage. T'imagines quelqu'un... un bon bébé qui fait 130 kg à 1m80, un petit 2 mètres, tu vois. Un bon sportif, ça m'étonnerait pas qu'il perde des 5 kg, tu vois. C'est des sauts. Ah ouais. Ça va très vite. Donc, premier pilier, l'hydratation, vous l'avez compris, je pense qu'on a réussi à vous convaincre. Vous le saviez sans doute. Mais à ce point-là, je ne suis pas sûr que vous le mettiez en œuvre avec autant d'assiduité. J'espère que ça va vous décider. Dites-nous en commentaire si vous saviez déjà tout ça ou si vraiment ça vous aide au quotidien. Et si vous avez des questions en plus sur l'hydratation, n'hésitez pas, posez-les nous. On sera là, on répondra tous les deux. Je ne sais pas si tu as l'habitude de faire ça mais moi je réponds. Moi je réponds. Tu viendras répondre avec nous. Je viendrai répondre sur ta chaîne, il n'y a aucun problème. C'est cool, c'est sympa. Deuxième pilier. Alors on a déjà amorcé un petit peu le truc, mais on y va un peu plus franchement maintenant, la nutrition. Ouais, la nutrition.
Déjà, tous les piliers, on l'a dit, hein, ils sont indissociables. Mais la nutrition, c'est un des piliers les plus importants. Pour moi, c'est le deuxième le plus important après le sommeil. Il faut différencier quand même la nutrition pendant et juste après l'effort. Bien sûr. Et la nutrition qui est générale. Voilà. Déjà, la première base de nutrition, si on veut progresser, si on veut surcompenser, être meilleur par l'entraînement, il faut quand même apporter des calories. Il faut apporter de la matière, parce que si on n'apporte pas de matière, notre corps, comment tu veux qu'il crée des choses à partir de rien, si on lui enlève plus que ce qu'on lui en apporte. Donc il faut réussir à garder un léger surplus calorique. Les gens, quand je dis ça, ils ont peur parce que il y a les sujets de la perte de poids, mais en fait ton corps, tu vas prendre du muscle en fait, donc c'est pas très grave de gagner un tout petit peu de poids. Donc déjà le premier facteur, surplus calorique, sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sauf quand on est dans un contexte où on veut perdre du poids pour une compétition, pour avoir une KT. Voilà. Ça, c'est déjà le pilier numéro 1 de la nutrition, apporter la quantité. Ouais. Et après, on peut se poser la question de la qualité. La qualité, elle est indissociable de la qualité et indissociable de la quantité. Moi, j'ai tendance à dire que c'est comme si tu avais un trou dans ton mur et que tu avais les briques parfaites, mais que tu n'en as que 3 pour combler l'énorme trou dans ton mur. Si tu n'en as que 3, tu vas mettre des belles briques, ce sera beau, mais tu vas pas en combler. Et à l'inverse, si tu n'as que des graviers, ça va pas tenir. Tu vois, tu auras énormément de quantité, mais ça va pas tenir. Donc les deux sont vraiment indissociables. Et dans cette qualité, il y a vraiment cette notion de... Il y a 2 notions qui me paraissent importantes à souligner dans cet épisode. La première, c'est la notion de retour à l'équilibre. Donc ce fameux équilibre acide-base, acéto-basique. Et de l'autre côté, le côté reconstruction, qui du coup pilote vraiment la nature des macronutriments qu'on va préconiser aux gens. Ouais. Je m'y connais beaucoup plus en reconstruction, sur l'équilibre acide. Sur l'équilibre. Rappelons qu'il est kiné. Mais que tu es quand même aussi runner dans ta pratique quotidienne, et pas qu'un peu. Et donc, forcément, il y a aussi la dimension, il y a une troisième dimension que je me le prends en commentaire si je dis pas, la troisième dimension évidente, c'est celle de la reconstitution, je vais y arriver, des stocks énergétiques. Ouais, elle est obligatoire. Et même pas que pour les sportifs d'endurance. Hein. Non, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, j'ai un bon exemple. Sur le sujet. Pendant des années, on était tellement obsédés par la récupération active qu'on faisait de la récupération active tout le temps, à tout va. J'ai fait la connerie, en écoutant ce que me disaient mes profs et en lisant la science de l'époque. Typiquement, tournoi de judo, donc tu as 5 à 7 matchs. Dès que les athlètes sortaient du match de judo, vélo. Alors ça c'était dans le meilleur des cas, on les faisait courir, on n'avait pas de vélo. Donc ils partaient courir. À la fin de la journée, ils avaient fait un marathon les types, tu vois. Et en plus de leur tournoi qui dure déjà toute la journée, t'imagines le délire. Et alors que l'urgence de sortir d'un match de 5 minutes à l'époque, aujourd'hui c'est 4, entrecoupé de maté, d'arrêt de l'arbitre, à très haute intensité, donc finalement tu passes entre 11 et 15 minutes sur le tapis, ultra intense. L'urgence, c'est de lutter contre la déplétion glycogénique, en fait. Exactement. Pour finir pleine balle. Donc, en fait, il est plus urgent que tu bouffes une banane en sortant de ton match que d'aller courir et de te rajouter une charge mécanique absurde et métabolique. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour rester quand même dans la globalité, il y a 2 trucs sur la reconstruction que je trouve importants. C'est l'aspect macronutriments et micronutriments. Bien sûr. En gros, sur l'aspect macronutriments, on les connaît, protéines, glucides, lipides. Les protéines vont t'aider à la reconstruction, les lipides vont t'aider à... Il y a énormément de trucs sur la santé à la reconstruction aussi, à la reconstruction, sur l'équilibre hormonal, sur la régulation inflammatoire, énormément de choses. Et les glucides, ça va être principalement ton carburant. Les lipides ne sont pas l'ennemi. Ah, clairement. Les lipides sont notre meilleur ami, d'ailleurs. En vrai, moi, c'est même plutôt l'inverse que je dis. Et les glucides, c'est ton carburant. Globalement, c'est ton carburant pour ton cerveau, pour tes muscles, pour un peu tout. Et après, sur la micronutrition... Les lipides sont un peu aussi le carburant.
Oui. Surtout chez toi, sur l'ultra endurance. Ah ouais, c'est ça. En gros, en fait, tout est un carburant. C'est vrai, à un moment donné, même les protéines. Ouais. Tout est un carburant, même les protéines. Les lipides sont la plus grosse source parce que c'est plus de 2 fois supérieur en termes de calories. Hyper puissant, ouais. Donc c'est 2 fois supérieur. Donc pour un exemple, 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Ou calories. C'est 4. 4. Et après, les lipides, 1 gramme, c'est 9. Donc là, tu vois, tu fais plus que x2. Et donc là, c'est très intéressant. Le truc, c'est que les glucides, c'est très facile de les utiliser pour ton corps. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le carburant. Ouais, c'est disponible. C'est disponible hyper rapidement, instantanément. Le corps le stocke super bien et hyper disponible. Et après, sur la partie micronutrition, là, c'est aussi important. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment, et c'est là que la qualité alimentaire est importante. C'est que si tu apportes assez de micronutriments différents, en fait, tu seras en bonne santé. Si tu es en bonne santé, tu récupères mieux, tu dors mieux, tu t'entraînes mieux. Et en fait, c'est là que ça va jouer. Par exemple, il y a énormément de coureurs, je prêche pour ma paroisse, je connais beaucoup la course à pied, énormément de coureurs qui se battent pendant 1 an à faire des cycles où ils essaient de s'améliorer et tout, mais en fait, ils sont juste en manque de fer. Mais en fait, tu peux pas créer de globules rouges si tu es en manque de fer, et donc tu peux pas progresser autant que tu veux. Ouais. Et ça, il y a des exemples comme ça, il y en a partout. Donc pour apporter la micronutrition nécessaire, qualité, donc avoir des produits quand même de qualité, et aussi la variété. Surtout, moi je dirais plutôt surtout la variété. Parce que la micronutrition, c'est une grande chimie dans le corps. Ça peut paraître complexe, mais en fait c'est super simple. Et en fait, chacun des éléments, la vitamine C, le fer, tout ce que tu veux, tous entre eux, ils vont s'aider à créer des bonnes réactions chimiques pour combler les réserves, remplir les réserves, faire en sorte que ton corps fonctionne bien. Et donc ça, c'est aussi ultra important. Petit mot sur la qualité. Je sais qu'il y a encore un débat entre les gens qui disent il faut aller sur la Nutra et surtout les compléments, la supplémentation alimentaire, parce que c'est facile, parce que ça objectivise, parce que ça permet d'éduquer, parce que pour plein de raisons. Puis d'autres qui disent non, normalement on devrait avoir tout ce qu'il faut dans l'alimentation normale. Et c'est là que le normalement est un problème, parce que de la même manière qu'on a tendance à ne plus boire que de l'eau des chiottes, c'est la même eau. C'est pareil pour les tomates, c'est pareil pour la viande, c'est pareil pour tout. On a des aliments qui sont de plus en plus pauvres en tout. On a en plus des modes alimentaires qui sont orientés, tendance à manger de plus en plus de burgers et de plus en plus de frites, pour faire simple. Et donc, de moins en moins de poissons, donc de moins en moins d'oméga 3, et donc de moins en moins de magnésium, de moins en moins de fibres. Et donc, si on a du mal à garder le rythme de qualité, soit parce que les aliments auxquels on a accès sont pas assez bons, ça, c'est de la bonne foi, désolé. Soit parce que vos sportifs ou vous-même n'êtes pas assez rigoureux, ou qu'il y a des choses que vous n'aimez pas manger de poisson par exemple, il va vous en falloir de l'oméga 3. Pourquoi ne pas céder à la Nutra, c'est facile, prenez 4 gélules le matin, ça se fait tout seul, ça va mieux. Et ça va aller beaucoup mieux, parce qu'encore une fois, cette machine, elle va dans l'ensemble être optimisée, et les micronutriments vont venir s'aider les uns les autres pour que ça aille de mieux en mieux. À la fin, vous récupérez mieux. Donc, j'ai longtemps pensé comme ça. Moi, j'ai longtemps été anti-poudre, anti-truc. Puis, dans le fond, éviter le transformer à tout prix, peut-être que c'est une erreur, parce que c'est pas dans l'air du temps, c'est pas optimisé. Je pense que il y a moyen de bien manger, essayer de prendre des aliments de qualité, ne serait-ce que gustativement, pour profiter de la vie. C'est une notion d'équilibre. Est-ce qu'un équilibre de vie, est-ce que tu te sens mieux à avoir une alimentation qui te correspond, ou t'as pas besoin de te poser trop de questions. C'est ça. Tu peux quand même manger avec tes amis, t'es pas te dire j'ai pas pris mon saumon de la semaine. Non, c'est ça, tu es avec ta gamelle aux soirées fondues. Ouais, c'est relou. Fais ta fondue, prends tes oméga 3 demain, et voilà. Le plus important, c'est la globalité et ton équilibre. C'est surtout ça. Ouais, clairement. Donc là, pour la partie globale de la semaine de l'alimentation, en dehors de l'entraînement, on a vu à peu près les 2 gros piliers.
quantité, qualité. Ok. Et après, maintenant, c'est surtout autour de la séance. Toi, tu conseilles quoi déjà sur ça, autour de la séance? Toi, tu fais quoi généralement pour savoir? Toujours sur la nutrition ou... Ouais, sur la nutrition, on reste dessus. Alors, si on reste sur la nutrition, j'ai un peu la même approche, si tu veux, que sur l'hydratation. C'est-à-dire qu'il faut globalement être prêt à tout le temps. Donc, il faut arriver à la séance, qu'il y ait une séance programmée ou pas, avec ce qu'il faut dans le réservoir. Les stocks, les machins. Ok. Voilà. Et donc, de manière générale, avoir toujours une stratégie de fond qui vous permette d'être armé dans les macronutriments, évidemment, mais aussi dans les micronutriments, pour être prêt à tout le temps. Une fois qu'on a dit ça, après, on va jouer sur les curseurs pour préparer au mieux la séance. C'est absolument pas un scandale à un moment donné, là aussi, d'amorcer une séance de force avec des grosses barres par un pré-workout maîtrisé. Aucun problème. Où on va avoir dedans ce qu'il faut de BCA, de vitamines, d'activation pour profiter au maximum de cette séance. De la même manière qu'il ne faut pas s'agiter le bocal après la séance avec la fenêtre métabolique. Vite, 31 minutes, trop tard. La fameuse fenêtre métabolique. Bon, quand même, plus on est proche de la séance, effectivement, sans doute que c'est idéal. Mais on voit bien que si vous prenez votre shaker de prot 1h30 après, ça marche aussi. Il y a une fenêtre métabolique qui n'est pas pour les protéines, on va en reparler. Mais ouais, être prêt pour la séance, donc avec assez d'énergie, assez hydraté comme on l'a dit. Assez hydraté, ça c'est... on le redit. Ultra important. Mais par contre, tu as dit un truc qui est pas intéressant sur l'aspect pré-workout. Aucun problème à prendre un pré-workout. Par contre, le seul problème qu'on peut avoir, c'est que des fois, c'est des aliments ou des suppléments qui sont extrêmement riches en caféine. Et donc là, par contre, tu peux anéantir un pilier qui est le sommeil. Oui. Donc là, il faut faire attention à la caféine. On en reparlera un petit peu dans la partie sur le sommeil. Mais pré-workout, trop bien. Mais il faut faire attention à quand est-ce que tu le prends, quoi. C'est plutôt un outil du matin, c'est clair. Ouais, clairement. C'est plutôt un outil du matin. La caféine en général, plutôt un outil du matin. Rappelez-vous, la caféine, ça met environ 45, ça dépend des métabolismes, mais ça environ 45 minutes pour perfuser dans le sang. Donc, si vous le prenez même jusqu'à avant une sieste, par exemple, c'est bien, hein. Pas un problème, parce qu'en fait, à la fin de la sieste, vous allez prendre un coup de pied au cul par la caféine. Parfait. Donc c'est nickel. Donc n'ayez pas peur à ça. Par contre, effectivement, souvent on préconise les meilleures séances à 18h, que ce soit sur la force ou l'endurance, c'est l'état d'éveil optimal du chasseur-cueilleur que nous sommes, diurne. Et donc, c'est vrai que aux alentours de 18h, quand vous êtes réglé normalement et que vous n'êtes pas hôtesse de l'air, évidemment, vous êtes au prime de l'activité. Donc si vous mettez un pré-workout là, probablement que ça va vous gêner pour dormir après. Ouais. Si vous vous couchez là aussi à une heure normale. Donc plutôt en début de journée jusqu'à avant la sieste en fait, s'il y a une sieste dans la journée, si vous êtes athlète. Après, dans un pré-workout, tu vois, tu as principalement de la caféine. Oui, c'est L'avantage et l'inconvénient de la caféine, c'est que ça dure longtemps, ça reste longtemps dans l'organisme. Tu vois, la demi-vie du café, c'est environ 6-7 heures. Donc en fait, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais te dire, mais si tu prends ton pré-workout à 16h, 15h30, 16h, ta caféine elle va être encore là à 18h. Ouais. Donc en fait, sur ta séance, ça va, tu auras toujours ta caféine. Bon, inévitablement au bureau, tu seras un petit peu imbuvable. Tu seras un peu tonique. Rends-moi la photo. Mais le soir, tu n'auras pas anéanti ta nuit, tu vois. Donc en fait, c'est pas inintéressant de le prendre un peu plus tôt que ta séance, même si ça peut paraître un peu bizarre de prendre le truc 2 heures avant ta séance, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, en général, les fabricants recommandent justement 45 minutes. C'est lié au temps d'absorption de la caféine. Maintenant, vous précipitez pas. Mince, ça y est, j'ai pris il y a 45 minutes. On est à 1 heure. Il y avait du monde sur la route. Oh, c'est dommage, ça va pas marcher. Si vous inquiétez pas, ça dure. La caféine, c'est surtout ça l'élément du pré-workout le plus important. Parce que la caféine, en fait, d'ailleurs, à un moment donné, c'était, je crois que c'était dans la liste des produits. À la limite du dopage, parce que ça a des effets hyper bénéfiques sur la performance et sur l'entraînement, sur la vigilance, sur plein de trucs. Donc c'est très intéressant de la prendre.
Mais en Je me fait, suis amusé à faire une petite revue de littérature sur le Red Bull. Est-ce que ça marche, ça marche pas? Bon puisque tout le monde dira c'est de la merde, ça marche pas, non c'est placebo, ça donne pas des ailes. Ça marche et la recherche est unanime. Il y a même pas de débat en fait. C'est sûr. Et effectivement, l'immense majorité n'est pas du tout attribuée à la taurine, même si forcément c'est un petit plus quand même. Mais c'est attribué à la caféine et au sucre. Voilà. Exactement. Caféine, sucre. Tu veux faire un placebo. En fait, tu peux te faire un pré-workout tout seul. Moi, c'est ce que je fais avant mes séances d'intensité. Je prends juste des gélules de caféine pure et je les prends et sans rien. Tu vois, ça fait largement le travail. Intéressant. Donc on a ce pilier avant qui est la préparation de notre séance, et donc on va rajouter quelque chose qu'on rajouterait pas par ailleurs. Évidemment, ce cocktail pré-workout, on va pas le faire si on n'a pas de séance. Oui, non, ça sert à rien. Et moi j'ai tendance à dire aussi, donc avant, faut avoir les réserves, être hydraté, et en bonus, on peut mettre de la caféine avec un pré-workout par exemple. C'est en bonus. Et encore, moi j'aurais tendance à le réserver que aux séances où on va vraiment se taper dedans. Mettre de la caféine si on n'a pas les réserves et qu'on n'est pas hydraté, c'est comme pousser un moteur à fond sans essence. C'est pas la meilleure idée. Donc ça c'est pour le avant. Alors après, ça dépend du type de séance. Et après t'as un pendant. T'as un pendant. T'as un pendant. Là aussi, ça dépend du type de séance. Ça dépend du type de séance. Beaucoup. Énormément. Surtout du type et de la longueur. Ouais. Donc en fait, ce que tu vas faire pendant, c'est surtout en fait d'anticiper le après. C'est surtout ça en fait. Par exemple, un coureur qui va faire 2 heures, qui va courir pendant 2 heures, lui en fait, quand il va boire pendant, c'est pour anticiper le fait de ne pas boire 4 litres d'eau après sa séance. Tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il va boire pendant. Un mec qui va nous faire une demi-heure de musculation au Basic Fit, parce que on connaît ça. Globalement, c'est pas forcément utile de prendre un truc pendant. Tu vois. Faut juste le pendant, c'est pour anticiper le après. Alors sur l'eau, on le redit, pendant électrolyte, ça aide quand même à bien utiliser l'eau. Ça sert à rien évidemment, vous nous avez bien compris, pré-workout pendant, ça va arriver après la bataille. Après, sur les séances qui se prolongent vraiment, là on sort du Basic Fit et des sports de force, on va aller plutôt sur l'endurance. Là aussi, il y a plusieurs stratégies, oui, en fonction des durées. On se rend compte que sur de la durée relativement courte, on va dire en dessous et de la distance relativement courte, en dessous d'1 heure, 12 bornes, voilà. C'est de l'hydratation. C'est pas forcément utile. En revanche, quand ça dure, là, ça devient un facteur de performance. Exactement. Alors, je préfère quand même préciser un truc. Tu vois, par exemple, en dessous d'1 heure, c'est pas forcément utile pour ta séance, parce que tu as les réserves, tu as tout ce qu'il faut, mais ça permet d'anticiper la récup après. Donc, moi, je le prends quand même. Donc, ça dépend de la séance d'1 heure. Je vous vois venir, effectivement, un Kényan, en 1 heure, il vous en colle une sacrée. Donc, ça dépend vraiment, effectivement, du niveau de la personne. Je parle, voilà, on le disait, 1 heure, 10-12 bornes, niveau moyen. Bon, là... Mais du coup, après, quand on va prolonger, moi, j'ai une pyramide. C'est eau en premier, apporter de l'eau, tout court. Ensuite, des électrolytes. Ok ? Donc, ce bloc-là, déjà, tu vois, c'est intéressant. Et ensuite, pour continuer à maintenir les niveaux d'intensité, la performance et anticiper la récupération, le pendant, si ça dure un peu plus d'1 heure et demie, là tu vas apporter des glucides. Tu vois, tu peux apporter des glucides parce que du coup tu en brûles pendant que tu le fais, et quand tu vas en apporter, tu vas un peu compenser ce que tu brûles. Et là, encore vraiment au-delà, mais là je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont dans ce contexte, c'est d'apporter de la caféine pendant, si l'effort dure encore pendant des heures et des heures. Tu vois, par exemple, sur un UTMB où les mecs vont courir pendant 24, 30, 45 heures, apporter de la caféine, ça a tout son intérêt. Et même, ils vont prendre de la caféine pendant longtemps. Mais là, on est vraiment sur des trucs très précis. Tu veux qu'on parle de dosage sur les... Ah ouais, surtout que c'est en train de complètement changer, là. On est en train d'halluciner. Les dosages, là, c'est... Moi, quand j'étais petit, un petit coach, quand j'étais jeune coach,
Et les dosages, c'était 60 grammes par heure de glucides. Ouais. Sous forme de gel, sous forme... on est pas mal en vrai. C'est pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faut différencier deux choses. T'as le fructose et le glucose. Okay, le fructose et le glucose, c'est deux glucides. Okay, c'est le glucide. Toi, quand on disait 60 grammes, ça marche quand même pas mal. Le truc qu'il faut savoir, c'est que notre estomac, globalement, pour la majorité des gens, peut gérer environ 60 grammes de glucose par heure. Environ. Et le fructose, c'est un truc qu'on peut travailler, mais globalement, aller jusqu'à 30, c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Donc en fait, notre corps, globalement, il est quand même en sécurité si on le travaille, pas trop mal à 90 grammes. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'aller à ce niveau-là, de 90 grammes? Objectivement, pas forcément. Plus c'est court, par exemple, si quelqu'un qui va nous faire un effort de 2h30, 3h, tu vois, s'il fait 60 grammes par heure, ce sera déjà très bien. Par contre, quelqu'un qui va faire beaucoup plus long, là, ce sera intéressant parce que tu vas avoir beaucoup de dépenses. Là où c'est important d'apporter des glucides, c'est pour combler les besoins énergétiques. Par contre, il ne faut pas aussi tomber dans ce truc-là de faut apporter, parce que si tu rentres dans un inconfort avec troubles gastriques, nausées ou autre, et là en fait, t'apportes des glucides pour avoir une bonne séance de qualité, ouais, mais en fait, si tu t'arrêtes dans le buisson parce que t'as envie de vomir ou que t'as envie d'aller aux toilettes, ta séance, elle est plus du tout de qualité. Donc, faut trouver un juste milieu, faut y aller progressivement. Mais voilà, sur le pendant. On a un super épisode là-dessus avec Fabrice Kuhn. Je vous mets le lien, je vous mets la vignette ici, et puis je vous mets le lien en commentaire. En description de l'épisode. Fabrice a écrit La science de l'endurance 1 et 2, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire ce bouquin. Et donc, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les gros performeurs, que ce soit dès le marathon en fait, les gros performeurs entraînent leur système gastrique à aller encore au-delà et vont encore pousser ses limites. Et du coup, là, on se rend compte qu'il y a des prescriptions qui vont bien au-delà. Alors attention, entendez-nous bien, c'est vraiment pour des performeurs, c'est vraiment pour des gens qui commencent à faire des sorties très longues. Mais vous allez halluciner, c'est 120 grammes. Ouais, 120, 135, c'est le même. Et ça monte. Donc ça passe par de l'entraînement. Et ça passe aussi par repousser un peu les limites, justement, en combinant, comme tu le disais tout à l'heure, glucose et fructose, qui permettent justement de multiplier les portes d'entrée et donc de charger encore un petit peu plus la mule. Et je sais même pas si on est encore aux limites de ce qui est capable de faire le très très haut niveau. On va voir dans les années qui viennent où ça se stabilise. Mais gardez à l'esprit, finalement, on a quasiment, sur l'extrême, on a quasiment doublé les préconisations. C'est énorme. En 10 ans. Ouais, quand je parle de 90 grammes, c'est pour 90% des gens, tu vois. Mais en fait, Et 1% des gens qui nous écoutent vont aller chercher au-delà sur le 120. Mais après, c'est un équilibre. Vraiment, le confort, c'est la priorité. C'est plus intéressant. Tu vois, par exemple, si je te prends un exemple de quelqu'un qui va faire un marathon par exemple, qui va viser 4 heures, donc le temps général un peu moyen, médian, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de moyen. C'est pas pareil. C'est plus intéressant de prendre 50 grammes de glucides par heure pendant 4 heures que de faire 90 grammes, mais de réussir à le maintenir pendant les 2 premières heures, parce qu'après, t'es en galère. Parce que le plus important, c'est sur la longueur et aussi sur la somme totale. C'est ça qui va m'intéresser. Sur la durée, combien je vais être capable d'ingérer, parce que plus je vais ingérer, plus je vais avoir de quantité et plus mieux je vais pouvoir récupérer en fait. Petit détail qui a son importance, on n'a pas fait de distinguo entre la compète et l'entraînement. Ah oui, ultra important. Et souvent, les gens se supplémentent en glucides pendant la compète. Sans avoir fait l'entraînement. Et là, même à 40 grammes, ça fait chelou. Hein. Ah oui, donc, dit comme ça n'a aucun sens en fait. Hein. Il faut que vous entraîniez dès l'entraînement à vous
Oui, pendant l'entraînement, en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire. En fait, on a ce qu'on appelle le gut training, donc ce que tu appelais l'entraînement à l'estomac. En fait, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de transporteurs dans l'estomac de glucides. Donc, en fait, si je te prends mon exemple, moi, dans mes entraînements, je vise 100 grammes de glucides par heure. Je vise 100 grammes, comme ça, j'ai le nombre de transporteurs pour enlever les 100 grammes de mon estomac et puisse les digérer. Mais en compétition, par contre, tu vois, je suis un tout petit peu en dessous. L'inverse de ce que l'immense majorité des gens font. Ouais. Après, je dis pas que ce que je fais est parfait. Non, mais ça fait sens au vu de ce qu'on est en train d'expliquer. Exactement. Parce que du coup, tu as les transporteurs pour le faire, donc ton corps, il sait le faire. Tu te mets un tout petit peu en dessous, comme ça, tu gardes du confort et c'est plus facile de le faire sur le long. Alors que, en fait, si tu le fais pas du tout à l'entraînement, t'as pas les transporteurs. Et là, en fait, ça va rester dans l'estomac. Et si on est sur un sport d'endurance, ça reste dans l'estomac, ça reste dans l'estomac, ça reste dans l'estomac. Et comme quand vous faites une indigestion, le corps, au bout d'un moment, il a envie de l'expulser, en fait. Il a envie d'expulser le truc qu'il n'arrive pas à gérer. Soit par en haut, soit par en bas. Ça, vous vous débrouillez. Mais ce sera pas beau à voir. Donc maintenant, le après. Le après-séance, pour moi, c'est un des trucs les plus intéressants. Et c'est là qu'on va parler de la fameuse fenêtre métabolique. La fameuse fenêtre métabolique, elle est ultra intéressante, mais pas pour les protéines. Parce qu'en fait, son corps, quand tu vas faire un effort, il va avoir tout mis en place pour bien gérer le sucre. Donc avec l'insuline, bref, il y a énormément de choses qui vont gérer là-dedans. Et en fait, juste après l'effort, ton corps est hyper répondant au sucre. Okay ? Donc si tu lui donnes du sucre, il va super bien le gérer. Et après un effort, vu qu'on a dépensé pas mal de sucre qui était dans le muscle, la priorité, c'est pas forcément les protéines, c'est d'apporter des glucides assez rapides au corps, parce qu'il va bien les prendre, il va bien les utiliser, ça va rapidement aller dans les muscles, là, pour remplir les réserves, et donc, il va être un peu plus tranquille pour faire tout le reste. La reconstruction, la surcompensation, et ainsi de suite. Ce qu'on disait tout à l'heure dans l'exemple du judo, la priorité. La banane juste après l'entraînement. C'est ça, aussi simple que ça. Et je suis complètement aligné avec ça, et effectivement, il y a cette spécificité après au sport de force où il y aurait moins de dépenses énergétiques, moins de problématiques de réplétion des stocks, ou alors un petit peu des deux, on peut penser au crossfit ou à l'aerox où il y a effectivement et de la muscu et du métabolique. Bon là il y a un autre facteur, c'est la reconstruction après musculaire. On sait qu'on a des fameux DOM qui sont le premier stade du traumatisme musculaire, de la dégradation du muscle, et ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème, la courbature est là, mais il faut reconstruire le muscle pour justement optimiser cette vague qu'on vous a montrée au début, provoquer les phénomènes compensatoires. Et donc c'est là que il va vous falloir du verre, des fibres, des légumes, et que juste la plâtrée de pâtes avec des protéines, c'est pas suffisant, c'est pas équilibré. C'est pas suffisant, c'est pas équilibré. En gros, les protéines vont t'aider à reconstruire ce que tu as envie de reconstruire. Mais créer de l'inflammation. Et en fait, tout ce que tu vas apporter, légumes, verre, tout ce que tu veux, déjà, tu vas apporter des fibres. Donc, tu vas apporter à ton estomac de quoi bien digérer et de mieux gérer tes protéines. Donc, en gros, quand tu apportes des légumes, tes protéines, elles sont mieux gérées et elles sont mieux utilisées. Et donc, en fait, toutes les protéines se valent, végétales, animales, tout ce que tu veux. Et en gros, pour surcompenser, en apportant des protéines, c'est là que tu vas maximiser ta récupération. Et la fenêtre anabolique au niveau des protéines, elle est beaucoup plus longue que ce qu'on pensait avant. Avant, on pensait que c'était la demi-heure. Si t'as pas pris ton shaker à 31 minutes, en fait, ça sert à rien de le prendre. Pas du tout. La fenêtre anabolique, sur les protéines, moi j'ai vu des trucs qui allaient de 12 heures à limite 48 heures. Ouais. Donc en fait, il y a du temps. T'as le temps. Voilà. Et encore une fois, du coup, on en revient au travail de fond, augmenter votre part protéique tout du long, puisque 24 à 48 heures, on est déjà dans une autre séance qui est... Exactement. Donc en fait, il faut augmenter la part protéique de manière globale. Ouais. Peu importe la façon, whey,
protéines animales, végétales, si tu apportes dans ta journée ton quota de protéines, globalement, t'es safe, t'es tranquille. Pour faire ta reconstruction musculaire, tendineuse, osseuse, tout ce que tu veux, t'es tranquille. Bon, on a été généreux sur la nutrition. Ouais. On peut passer on peut en parler longtemps, hein. Ça pourrait presque faire l'objet d'un podcast à part. On passe au sommeil. Ouais. Donc ton pilier préféré, si j'ai bien compris. Ouais, j'adore le sommeil parce que Déjà, t'aimes dormir. moi je dors en moyenne. Ça va peut-être te faire peur. Ça va peut-être faire peur aux gens quand je le dis. Ils me disent waouh, mais t'es fou. Je dors 8h45 par nuit en moyenne et j'essaye de monter encore. C'est beau. C'est bien, c'est beaucoup. Alors moi, ça me vend du rêve, hein, parce que j'ai mon petit dernier qui m'empêche de dormir depuis 3 ans. Ah, ça c'est dur. C'est pour ça que je retarde l'arrivée des enfants. Tu vois. Et je me rends compte à quel point cette privation-là sur les 3 piliers, quand tu disais c'est vraiment le pilier le plus important, ouais, c'est toujours dur à dire, parce que la grève de la faim c'est pas bon, et puis la déshydratation c'est pas bon non plus. Mais enfin quand même, la privation de sommeil, ça rend complètement ouf. Ouais, c'est dingue. Ça rend vraiment fou, comme tu dis. Mais surtout, ça agit sur énormément de trucs. Ta récupération, ça c'est l'objet de cet épisode. Mais en fait, ça va agir sur ton humeur, sur ta gestion des émotions, sur ton stress, mais même sur énormément de pathologies psychiques, cérébrales, et même cardiovasculaires ou autres. C'est énorme. C'est énorme. Et le problème avec le sommeil, c'est que tout le monde nous dit il faut que tu dormes plus, il faut que tu enlèves ton écran le soir. Globalement, c'est tout ce qu'on me dit. Globalement, c'est tout ce qu'on me dit. Ou mange un peu plus tôt, voilà. Mais personne te dit comment faire, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai fait énormément de recherches là-dessus. J'ai passé 6 mois, voire quasiment 1 an à poncer le sujet. Le truc. Avant, je dormais à peu près 6h40 par nuit. Mauvais élève. Ça fait plus ma réalité aujourd'hui. Et en 2 fois. Voire plus. Oh là là. Ça, c'est dur. Tu sais qu'on n'a pas toujours dormi, j'ai appris ça en m'intéressant aussi au sommeil suite à mes problèmes. Et on n'a pas toujours dormi en monocycle. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des périodes, notamment au Moyen-Âge, où on dormait, et c'est assez documenté apparemment, vous nous direz en commentaire s'il y a des spécialistes là-dessus, j'ai découvert ça. On avait tendance à dormir en 2 phases. Et on se réveillait au milieu de la nuit pour faire tout un tas de tâches qu'on n'avait pas le temps de faire la journée ou pas l'occasion de faire la journée. Alors ça allait de certaines tâches ménagères à l'activité sexuelle, et surtout dans des environnements moins hermétiques, moins cloisonnés. Et au final, ils s'en sortaient pas trop mal. Le double cycle, alors on a du mal à voir comment on pourrait revenir. C'est compliqué. Mais apparemment, le double cycle était assez répandu, quoi. Le sommeil en 2 fois la nuit. Ça, je savais pas. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que avant, tu vois, il y a plusieurs morphotypes de sommeil. Il y a des personnes qui sont plutôt du soir, du matin. Et en fait, il y a une hypothèse là-dessus, comme quoi, à une certaine époque, tu vois, c'est dangereux de dormir. C'est dangereux de dormir. T'es à la merci des prédateurs, de tout ce que tu veux. Et en fait, si le corps humain l'a gardé, c'est que c'est obligatoire et nécessaire. Et en fait, si toute la tribu dort 8 heures ensemble d'un bloc, de minuit à 8 heures, pendant 8 heures, on peut se faire éclater. Extinction de race. Exactement. Ouais. Et en fait, il y a un espèce de truc où en fait, il y a des gens qui se sont décalés plus tôt, il y a des gens qui se sont décalés un peu plus tard, et en fait, s'il y a des gens qui font 23h, 5h, et d'autres qui font... c'est le shift du soir, ça. Voilà, ils font le shift du soir, les shift du matin. C'est au 3-8 dans les tribus. Tu réduis le truc de 8 à 4. Ouais. Et en fait, t'as 2 fois moins de risque de te faire bouffer. De te faire éclater. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et ça paraît plausible, ouais. C'est une hypothèse, hein, c'est pas... Mais ça paraît pas débile, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour améliorer leur sommeil, parce que c'est une clé de voûte hyper important. Or, pas de téléphone le soir, manger un peu plus tôt et essayer de dormir plus longtemps. Comme pour la nutrition, la qualité et la quantité sont absolument indissociables. Vraiment indissociables. Tu fais venir un ouvrier hyper qualifié pendant 2 heures, il n'aura pas le temps. Tu fais venir un mec qui sait rien faire pendant 15 heures, il va faire n'importe quoi. C'est pareil. Donc il faut absolument qualité et quantité. J'aurais même tendance à privilégier la qualité à la quantité.
Le plus important pour avoir une bonne qualité, c'est surtout la régularité. Ça, on le sait, être régulier. Mais quand je te dis ça, tu vas sûrement penser, ok, il faut que je sois régulier dans les heures de coucher. Le plus important, c'est surtout ces heures de réveil. C'est quand tu vas te réveiller que tu programmes déjà ta nuit suivante. En fait, quand tu vas te réveiller, par exemple, si tu te réveilles demain à 8h, tu te réveilles, tu sors de ton lit, tu vas à la lumière du jour. En fait, ton rythme circadien se lance. Tu vas à la lumière du jour, ton rythme circadien se lance. Et en fait, quand il va arriver le soir, et ben en fait, ton corps il va envoyer tous les trucs pour préparer ton sommeil. Et en fait, si tu fais 7h la semaine, 9h le week-end, 7h la semaine, 9h le week-end, mais en fait, t'es un peu comme dans un décalage horaire. Je suis pas emmerdé, moi je fais 6 heures tout le temps. Parfait. Non, parfait. Ben, tu vois, t'arrives quand même à gérer pas mal de choses. Il me manque la quantité, en fait. T'as quand même la qualité. Alors la qualité est entrecoupée malheureusement, mais effectivement, j'ai la constance. Voilà. C'est ça que j'ai en fait. La régularité, c'est le plus important. Pour les personnes qui peuvent pas, parce qu'il y en a qui peuvent pas. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils peuvent pas, mais en vrai, c'est pas vrai. Ouais. Parce qu'ils scrollent sur TikTok. Vaut mieux avoir la régularité. C'est le plus important. Ça, c'est déjà la base. Et après, on l'a vu aussi, les piliers, ils interagissent entre eux. Tu peux avoir un... Bon, on a parlé du pilier sur l'hydratation, mais tu as un énorme pilier sur la nutrition. Il y a beaucoup de personnes qui, surtout au niveau de la perte de poids, qui conseillent de pas manger le soir ou manger très peu. Ça, c'est un truc horrible pour le sommeil. En gros, ton corps, si on revient un petit peu à un truc un peu ancestral, même si j'aime pas trop ce genre de truc, parce que dans ce cas-là, on se fait des saignées à tout va et on arrête les médicaments. En gros, ton corps, pour qu'il puisse s'endormir convenablement, il a besoin d'énergie. Il a besoin d'être rassasié et d'avoir de l'énergie. Mais il a besoin de ne pas être en galère pour digérer. Donc en fait, il faut lui apporter beaucoup d'énergie, facile à digérer. Et pour ça, le meilleur truc, c'est des protéines faciles à digérer, genre viande blanche, œufs, poisson, même un peu de lentilles, tout ce que tu veux. Même si des fois, c'est pas forcément facile à digérer pour tout le monde. Glucides de qualité. Ça, tu peux y aller le soir. Glucides de qualité, ça favorise l'endormissement. Glucides de qualité, pas les sucres raffinés. Et un peu de lipides de bonne qualité aussi. Et après, avec ça, on a constaté aussi une amélioration du sommeil et une diminution du nombre de réveils si tu apportes des fibres alimentaires. En apportant des fibres alimentaires dans ce cocktail-là, ton sommeil gagne énormément en qualité. Donc ça donne des petites clés d'alimentation pour le sommeil. Ouais, et de rééquilibrage, on voit que dès lors qu'on fait des choix, alors je dis pas qu'il faut jamais faire des choix de déséquilibrage, parce que parfois c'est ce qui va te permettre de sauter une catégorie de poids, ce qui va te permettre d'accélérer l'effet de démarrer parfois un régime et de prendre en main un petit peu les choses et d'avoir des résultats rapides qui vont être motivants, etc. Mais effectivement, si dès demain vous commencez à charger la mule en viande rouge le soir crue, et que vous prenez que ça, probablement que oui, ça va accélérer votre perte de masse grasse et avoir un effet rapide au bout de quelques semaines sur votre masse musculaire, en tout cas apparente. Seulement, ça va vous plonger dans des voies cétogènes tellement profondes le soir que vous allez coucher avec le cœur à fond les manettes, vous allez regarder le plafond pendant un moment avant de vous endormir. Donc effectivement, cette stratégie nutritionnelle qui vient soutenir le sommeil, c'est vraiment important. Quand il y a des gens autour de vous qui dorment mal, demandez-leur ce qu'ils mangent. Souvent, une fois sur deux, ça règle pas mal de problèmes quand même. Ouais, clairement. C'est souvent assez simple, les problèmes de sommeil. Moi, j'ai été insomniaque pendant des années. Ouais. On me demande souvent comment j'ai écrit 11 livres en 10 ans. Je dormais pas. Exactement. Et en fait, quand on regarde bien, effectivement, comme tu le disais, c'est extrêmement documenté. C'est dans ces années-là. J'étais insomniaque de 20 à 30 ans. C'est dans ces années-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux choses. Et en fait, c'est ultra documenté. Il y a presque pas de controverse en la matière. Tout le monde est aligné. Et en fait, quand on met en place toutes les choses dans l'ordre, toutes les choses, si on en laisse une seule dans le passage pour quelqu'un qui n'a pas un sommeil spontané, qui n'est pas un naturel de la chose, ça va probablement pas marcher. Mais dès lors qu'on met tout dans l'ordre,
bastion après bastion, parce qu'on peut pas, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ça c'est sûr. Et les gens sont tellement désordonnés, comme tu disais, entre les écrans, le mode de vie, le rythme d'entraînement, l'hydratation, la nutrition. Enfin, il n'y a rien qui va souvent. Souvent, il n'y a rien qui va quand quelqu'un dort pas. Et ben, on se rend compte que peu à peu, on va rentrer dans les cases et revenir vers cette régularité de réveil, puis de coucher, parce que malgré tout, ça aide aussi. Et on va aller mieux. Il n'y a pas de raison. Si vous nous écoutez et que vous ne dormez pas, la bonne nouvelle, c'est que vous allez dormir. Si vous mettez les choses en place, vous allez dormir, sauf pathologie exceptionnelle. Oui. Tout le reste est de l'ordre du rationnel maîtrisable. Le corps humain est fait pour dormir. Sinon on l'aurait enlevé. Le corps humain l'aurait enlevé. C'est ça. C'est pas compliqué. Et du coup, sur la partie alimentation, il y a juste un tout petit truc, c'est le corps, il a besoin d'être tranquille et d'avoir besoin de, entre guillemets, faire que ça. Donc si tu manges juste avant de dormir, il doit aussi gérer une digestion. Oui. Donc on privilégie généralement à peu près 3 heures avant l'heure de coucher pour le dernier repas. Ça marche pas mal. Et maintenant, au niveau des écrans, en fait, ça va agir sur quoi ? Ça va agir sur notre rythme circadien. C'est pas plus compliqué. En gros, c'est comme si notre cerveau, il y avait pas, le soleil ne se couchait pas, tout simplement. Il n'y aura pas les mêmes sécrétions de mélatonine, et en fait, on n'aura pas ce besoin, on ne sentira pas ce besoin et cette envie de dormir. Donc en fait, notre qualité de sommeil, elle va pas être bonne sur le début de la nuit, et on va beaucoup moins bien s'endormir. Sur ça, sur les trucs qui peuvent un petit peu gêner le sommeil, t'as aussi la caféine. Alors attends, je voudrais juste passer un petit moment, on se note la caféine, juste un petit moment sur les écrans, parce que c'est en fait, important quand même. parce que quand on dit ça, tout le monde te dit ouais, mais bon, l'immense majorité des gens dorment bien. Alors c'est une petite majorité, parce que la stat c'est 6 sur 10 en France. Donc il y a la moitié des gens qui dorment bien, ok. Et par contre, tout le monde regarde les écrans jusque tard. Voilà, c'est simple, entre le téléphone et les séries, et même les écrans allumés en permanence, aujourd'hui il y en a tellement partout, oui. C'est juste tu prends le métro pour rentrer chez toi, les écrans, trop tard, je dormirai pas. Donc la question c'est pourquoi, est-ce que c'est vrai ça ? Bon, moi j'ai une théorie là-dessus, je pense que déjà il y a des gens qui sont beaucoup plus réceptifs à l'effet des écrans que d'autres. Il y a des gens qui sont capables de s'endormir, c'est comme la force ou la souplesse, c'est des gens qui sont forts tout le temps, ils s'entraînent pas, ils sont forts, c'est plus comme ça, merci papa, merci maman. Il y a des gens qui dorment spontanément, dans n'importe quelle position, n'importe où, qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, voilà, on n'est pas tous égaux devant l'adversité, désolé. Mais encore une fois, les gens qui dorment mal doivent chercher à optimiser l'environnement avant de démarrer, et donc probablement que les écrans ne les aident pas. Après, je pense qu'il y a une entraînabilité aux écrans. On est de plus en plus exposé, donc j'imagine que le corps humain étant une machine à s'adapter, j'ai pas de données scientifiques là-dessus dans la tête, toi, mais j'imagine que comme pour le reste, plus on s'expose à une drogue et moins elle a d'effet. Et donc probablement qu'on s'adapte d'une manière ou d'une autre à ce nouvel environnement, et que donc une personne sur 2 est capable de dormir même en se faisant une série de ouf. Mais quand même, j'observe qu'il y a différentes activités sur les écrans. C'est-à-dire que c'est une chose de regarder une série calme le soir, posée, un peu mélancolique, un peu qui nous met dans un mood, que de regarder les Peaky Blinders où ils se mettent sur la gueule, ça c'est clair. Ou jouer à Call of Duty, les yeux injectés de sang. Évidemment, on va pas avoir le même rapport à l'écran, et finalement, c'est pas que l'écran qui va poser un sujet, c'est l'activité cérébrale cognitive qui va avec. Et probablement que si on fait pas d'écran, mais qu'on fait un twister ou comment on appelle le jungle speed, avant de dormir, je vais t'exciter à mort. Probablement que c'est le même problème en fait. Ouais. Mais là, tu vois, je rebondis avant de repasser sur la caféine. Là, je rebondis sur ce que tu dis, c'est important. L'équilibre, en fait, il est ultra important. Parce que si ton habitude, c'est plus intéressant de regarder un film où tu vas te détendre devant, plutôt que te dire, ok, il faut surtout pas que je regarde d'écran, tu vas stresser, tu vas tourner en rond, tu vas pas savoir quoi faire, tu vas faire n'importe quoi, et au final, ce sera pas forcément la meilleure solution. Donc, t'as raison, le plus important, c'est l'équilibre. Maintenant, inévitablement, ça c'est sûr et certain, si on n'est pas devant les écrans, on fait un truc cool et détente avant le soir, avant de s'endormir, si t'es pas devant les écrans, tu vas pas forcément
mieux t'endormir ou autre, mais par contre ta qualité intrinsèque, tes premières phases de sommeil, elles seront de meilleure qualité. Mais ça reste un équilibre. Là, on parle vraiment de qualité et d'optimisation, tu vois. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème, qui vit très bien comme ça, s'il cherche pas à être sportif de haut niveau ou à créer une entreprise et être ultra performant, ça va. Bon, je vous donne une astuce pour limiter les écrans. Baiser plus. C'est validé. Validé par le kiné. Ah non, mais c'est vrai, ça bouffe tellement de temps, ce truc. Mais en vrai, c'est ultra intéressant, ça. Pour moi, c'est un des meilleurs trucs à faire avant de dormir, parce que du coup tu sécrètes énormément d'hormones, il y a énormément de choses qui se mettent en place, et du coup tu te sens bien, t'as pas l'écran, t'es content. Bah oui, t'es content. Tout le monde est content. Beaucoup sur les hommes aussi, ça dorment super bien après. Les femmes aussi, tout le monde est content. Mais oui, bien sûr. En fait, ouais, c'est un des super piliers, ça. C'est pas grave. Finalement, c'est peut-être un tabouret à 4 pieds, tu vois. Plus important. Bah, elle rigole, mais en vrai, la libido, c'est ultra important chez les sportifs. Du coup, sur les effets, les choses qui vont un petit peu anéantir le sommeil, tu vas avoir la caféine, même s'il y a des personnes qui réussissent à s'endormir en l'ayant pris, pareil que pour les écrans. Ça va te rattraper dans la nuit. On sait que soit ça va te réveiller, soit ça va agir sur la qualité de ton sommeil et de tes cycles. Donc en fait, ton sommeil va être anarchique, même sans que tu le saches. Des fois, c'est pire de pas le savoir. Et après, tu as aussi ton environnement. En fait, le sommeil, lui, ce qu'il a besoin pour qu'il soit réparateur, c'est de lui donner les clés pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, être en sécurité et être au frais. Donc en gros, ce qui va détruire et détériorer ton sommeil, c'est tout ce qui va aller à l'encontre de ça. Chambre bruyante, qui n'est pas sombre, où il fait chaud, tout ça, ça a un impact énorme. Il y avait une statistique, par exemple, sur la chaleur, tu vois. Si ton corps se réchauffe de 0,5 degrés, c'est déjà quand même beaucoup, hein, c'est l'intérieur de ton corps, qui se réchauffe de 0,5 degrés, tu passes de 3% de chance de te réveiller la nuit, de manière autonome, à 62. C'est gigantesque. C'est gigantesque, ouais. Cette stat m'a rendu fou, c'est gigantesque. Donc, chambre fraîche, baisser la température du corps. Bon, les températures préconisées, c'est 18,5 pour donc c'est vraiment frais. C'est froid. Donc, dans le fond, l'immense majorité du temps, tu l'as pas. Ici à Paris, c'est couper le chauffage en fait, hein, y compris l'hiver. Surtout l'hiver d'ailleurs, parce que l'été c'est pas le chauffage. Ouais. C'est clair que tu mets pas le chauffage. C'est un peu comme nager à la piscine tout à l'heure. Bon, donc du coup, couper le chauffage, ce qui me pousse encore une fois à me poser la question de l'adaptation. J'ai pas de réponse là-dessus parce que ces études-là, elles sont évidemment menées sur des occidentaux, dans l'hémisphère nord, etc. Bon, à quel point finalement un Brésilien ou un Africain subsaharien, il dort mal parce qu'il a jamais 18 degrés. Je pense qu'on s'adapte à un moment donné aussi. 18 degrés, c'est un chiffre à référence, mais en vrai, t'as pas besoin que ta chambre soit à 18 degrés pour bien dormir. Hein. Clairement, on est d'accord. Et surtout, si ta chambre est à 20 degrés l'hiver ou l'été, c'est pas la même. Tu vois, si elle est à 20 degrés alors qu'il fait 35 degrés toute la journée, il sera super frais. Ouais. Et inversement. Donc en fait, il faut juste se sentir au frais. Tout simplement. Pour que le cortex ait l'information que c'est l'heure de dormir. Ouais. En fait, t'as un rythme circadien, tu vois, avec la lumière du soleil, mais t'as un rythme aussi de température. Ouais. Ton corps, en fait, quand il fait frais, il sait que c'est le moment où il va se coucher. Ça, c'est une conjonction de facteurs, la lumière, le froid, le calme, tout ça dit ok, ça y est, c'est le moment où ça s'arrête jusqu'à demain. Le soir, t'es plutôt douche froide ou douche chaude, tu dis? Alors, moi du coup, je finis souvent mes douches je fais la douche écossaise, tout le temps, voilà, et le matin aussi au final. Moi, ma préco en la matière, c'est au moins de finir, même si on aime les douches chaudes comme toi, au moins finir avec une touche de froid sur la tête. Ok. Et du coup, t'as le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que si t'aimes te détendre dans la douche, au chaud, ok, très bien. Et puis d'ailleurs, si c'est trop froid, ça va déclencher des réflexes de réchauffement dans la foulée, donc c'est pas forcément bon non plus. Exactement sur ça. Et du coup, là aussi, c'est un tips que m'a filé Chris Oswirth, qui a écrit un livre d'ailleurs sur la récupération. Le titre m'échappe, mais c'est aux éditions INSEP, c'est un gros pavé sur la récup, je vous le conseille. Hyper pratique, hyper intéressant, très documenté. Et justement, lui, son conseil, c'est de dire, tu sais quoi, tu prends une douche chaude normale, standard, pas trop chaude non plus, exagère pas. Et à la fin, un petit coup de froid sur le crâne, même juste et ça envoie le message.
Moi, ce que je conseille, c'est de la détente et du refroidissement. Et en gros, si tu prends une douche froide complète, généralement, t'es pas très détendu quand tu le fais. Ouais. Bah, tout dépend de ton niveau de pratique, de ce que tu as fait avant, de la respiration. Mais quoi qu'il arrive, c'est une charge en fait. Exactement. Donc en fait, moi, ce que je conseille généralement, c'est douche chaude et un refroidissement. Donc en gros, tu vois, t'as ton exemple, le froid sur la tête, ça marche bien. Et après, sinon, tu peux rester mouillé après ta douche. Genre, tu te brosses les dents, tu fais tout ce que tu veux. Rester mouillé, en fait. Elle va être contente de ta copine encore. Je mets de l'eau partout. Là, en gros, je me douche au chaud, je me brosse les dents avec la fenêtre ouverte, le corps descend tranquille. Oh, le relou, l'enfer. Le corps descend tranquille. C'est l'enfer à vivre. Non, mais c'est pour ça que je me douche après. Sinon, elle me tabasse. Non, ouais, du coup, en fait, l'objectif, c'est ça. Détente, refroidissement du corps. Non, hyper intéressant. On est en phase. On n'avait pas préparé cette séquence de l'épisode, vous l'aurez compris. On est bien alignés. Écoute, je pense qu'on a été généreux aussi sur le sommeil. En vrai, on peut en parler encore. Je vous le redis, il y a un e-book sur le sujet, une formation complète sur le sujet si vous voulez creuser un petit peu. Donc n'hésitez pas. J'aimerais finir l'épisode quand même parce qu'on a parlé de beaucoup de techniques de récup. J'aimerais te demander quelles sont les techniques, allez, disons 3 techniques de récup que tu trouves complètement merdiques. Les 3 techniques que je trouve totalement merdiques, tout ce qui va être électrostimulation, tu sais. Ça, pour le coup, je vois pas forcément l'intérêt. Tu vois pas l'utilité, ouais. Ouais, c'est un énorme coût pour pas forcément énormément d'utilité. Ah, tu vois, j'ai cru comprendre que t'étais pas hyper pro-récup active de manière générale. Sous condition. Ça dépend, en fait. Faut pas que ce soit une charge supplémentaire. Parce que du coup, ça repose sur les principes de la récup active. Et du coup, il n'y a pas de charge complémentaire mécanique. Ça, c'est intéressant. En fait, il n'y a pas forcément un truc où je me dis, ça, c'est merdique. Là où je me dis que c'est merdique, c'est si tu continues de mettre de la charge. Donc, en fait, je te dis l'électrostimulation, mais en fait, je peux te dire tout. Tout ce qui va avoir un coût, mais pas forcément un bénéfice énorme. Alors tu me parlais quand même tout à l'heure des étirements. Ah oui. Dans les effets en récup. Non, moi je pensais que tu me parlais de trucs mécaniques, enfin de produits. Non, de techniques qui sont pas efficaces ou surcotées. Techniques surcotées pour récupérer. Tout ce qui va être étirement. Ouais. Ça franchement, on n'a pas forcément de données, sauf si t'aimes vraiment avec cette détente. Ouais, c'est ça, mais c'est d'autres raisons, c'est pas des raisons physiologiques. Ouais. Exactement. Et après, t'as tout ce qui va être pistolet de massage. Pas forcément préconisé parce que ça peut être douloureux. Tu vois, donc pas forcément l'idéal. Surtout que là, il y a 2 types de pistolets, les pistolets à vibration et les pistolets à percussion. Tous, ou presque, sont trop forts, trop puissants pour l'immense majorité des gens, mais aussi pour la récup. Alors la percussion, si on y va fort, on peut carrément créer du saignement, quoi. Donc. Ah, mais tu peux créer des lésions, ça peut être dangereux. Étirement, pistolet de massage, pas forcément utile, et les footings récup. Je comprends pas. Bon, alors quand je parlais de récup active, du coup, j'allais vers ça. Footing récup, je ne comprends pas. C'est une charge que tu demandes à ton corps, c'est pas une récupération. À la rigueur, récupération active, je peux comprendre sur un peu de vélo, pas long, pas d'intensité, te mettre dans l'eau, nager un petit peu. Si pour un coureur, tu vois, il n'utilise pas l'eau de son corps, donc en fait, c'est pas une charge vraiment additionnelle au niveau de ses jambes qui ont besoin de récupérer, même si c'est le corps en général qui a besoin de récupérer. C'est les footings récup, je comprends pas. C'est pas de la récup, c'est un footing. Oui, c'est une charge complémentaire. On rajoute encore une contrainte, et en plus de ça, une contrainte mécanique, surtout sur des gens qui parfois en ont déjà une énorme. Ah oui, une grosse charge mécanique. Écoute, super intéressant, je pense que ça refermera bien l'épisode. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les en commentaire. Si vous n'en avez pas, posez des questions quand même, parce que ça nous aide, vous le savez. C'est le moteur de YouTube aujourd'hui que d'avoir de l'interaction. Donc, s'il vous plaît, donnez de la force à cet épisode. Si vous en voulez plus, dites-le. Si vous voulez que mon pote Kevin revienne dans l'émission, dites-le aussi. Ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir aussi. Je serais content de l'inviter. C'était un échange passionnant. On était un peu plus long que d'habitude. Ouais. Pour ceux qui courent, ça va leur faire une belle sortie. C'est bien, parfait, 1h22. Tu reviens quand tu veux. Si vous voulez le suivre, Kevin Moncelli.
Moncelli ou Moncelli? Moncelli ou Moncelli. Vous dites comme vous voulez, moi je dis Moncelli. Vous l'aurez compris. Comme Tony Micheli. Donc il est facile à trouver sur les réseaux, il est très actif, il produit beaucoup de contenu, il est kiné, il est coureur. Donc si vous voulez aller le chercher sur ces thèmes-là, eh ben, c'est évidemment sa zone de confort. Tu reviens vraiment quand tu veux. Likez, commentez, partagez, un coup de cloche, aidez-nous. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode.